Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Toutes les 2 semaines, je vais interviewer des kinés du sport, prépa physique, coach ou autres qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. On parlera dans une première partie de leur parcours, d'où viennent-ils, où ont-ils étudié, voyagé et commencé leur carrière, ensuite de ce qu'ils font actuellement et de ce que cela peut nous apporter en pratique, quel est leur sujet de recherche actuel, en quoi cela peut améliorer nos compétences, et enfin, on abordera leur mentor, leur livre préféré et comment est-ce qu'on peut les contacter. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur nos minutes et sur Apple Podcast avec un petit commentaire. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment en story sur Instagram. C'est ce qui me fait le plus avancer et faire connaître le podcast. Bonne écoute à tous. Salut Antoine. Salut Julien. Merci à toi d'avoir accepté ma demande. Merci à toi de m'avoir invité dans ce podcast qui meuble en ce moment mes journées là, parce que je suis en plein traitement des données d'une de mes études, donc j'écoute un peu tous les podcasts que j'ai pas écoutés pour l'instant sur ta chaîne. Ah, c'est impeccable, super. Mais c'est grâce à toi qu'on fait des écoutes, alors merci. Merci à toi pour les 2/3 des écoutes par jour. Et est-ce que tu peux nous donner ta définition personnelle de la performance? Ouais. Pour moi, la performance, c'est un résultat qui est mesurable de manière qualitative ou quantitative et qui est obtenu par, je dirais, l'optimisation, l'exploitation pleine du potentiel d'un athlète. Ça, c'est ma définition de la performance pure. Et si tu me permets de dériver un petit peu, il y a une autre notion que j'aime bien aborder, c'est la performance en soins pour moi. Aujourd'hui, on est dans un système, je pense, de santé en France où on n'est pas trop confronté à ça. On n'a pas actuellement l'obligation de résultats avec les patients, donc ce système-là n'oblige pas à aller vite et bien dans le traitement. Même si l'attente du patient est forte, le système fait qu'on ne favorise pas forcément ça. Et pour moi, cette notion, elle est importante parce que ça va être le résultat en fait de la prise en charge d'un patient, et surtout derrière ça, la cohérence entre les différents acteurs qui peuvent entrer en jeu pendant la rééducation, le retour au sport, etc. Donc médecin, chirurgien, kinésithérapeute et prépa physique. Et je trouve que l'association de toutes ces professions pour le patient, en l'incluant dans les objectifs, etc., c'est vraiment la performance en soi pour moi, parce que ça permet de l'amener le plus vite possible et de manière très qualitative à retrouver ses capacités d'avant et même les dépasser. Super, belle définition. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu d'où tu viens et où est-ce que tu as fait tes études ou voyagé? Ouais. Alors moi je suis né en Allemagne, à Cologne. On a passé là-bas avec mes parents 9 années. On a ensuite déménagé dans le sud de la France, non loin de ta ville de cœur, à Montpellier. C'est pas pareil. J'ai passé 2 ans et demi. Et puis, je sais, on y a vu des beaux derbies. Et puis ensuite, mes parents ont décidé de rentrer par ici, donc à Cholet, dans le 49, puisque ma famille est originaire d'ici. Donc on s'est installé là au début du collège pour moi. Donc pas mal bougé dans les premières années de ma vie. Et puis après, j'ai fait ma prépa sur Cholet. J'ai fait toute ma scolarité à l'IFM 3R à Nantes. Donc cet acronyme dira sans doute quelque chose à tes auditeurs, parce que c'est là la première fois que j'ai rencontré Romain Tourillon, qui a fait un podcast avec toi. Donc on a fait 3 ans là à l'IFM 3R. Et puis à la sortie de l'école, en fait, moi j'ai commencé à travailler en tant que remplaçant libéral dans des cabinets aux alentours de Cholet, donc en campagne,
où on avait une pratique un peu mixte. Donc, tu vois, ça allait de la traumatologie du sport, que j'affectionne particulièrement aujourd'hui, jusqu'à la neurologie, en passant par la pédiatrie, réhabilitation cardio-respi, etc. Et donc après une année de remplacement, on décide de voir un petit peu de pays et on part pendant 10 mois avec 2 couples d'amis en Martinique. Donc on s'installe pendant 10 mois à Tartane, un petit village qui est sur la presqu'île de la Caravelle en Martinique. Et puis on y passe 10 mois très sympathiques. Donc paysage de vacances, activités en tout genre, randonnée, trail, etc. Ouais. Mais voilà, au niveau professionnel, même si on rencontre, enfin ça a été une expérience humaine incroyable parce que c'est un rythme de vie qui est complètement différent de la métropole. Les gens sont souriants, tout va toujours très bien. Au niveau pro, c'était pas forcément l'éclate pour moi. Et puis ça faisait déjà un moment que je me posais pas mal de questions sur l'aspect en fait de la recherche, sur ce qui guidait un peu ce qu'on faisait tous les jours en kinésithérapie. Et il y a toujours à ce moment-là Romain qui est pas loin et avec qui on discute en permanence et qui me dit bah écoute, moi je suis en double cursus, master et ops, école de kiné. Il y a vraiment un aspect recherche dans ce master. Ça parle de performance. Je m'intéressais déjà pas mal à la kinésithérapie du sport. Et il me dit, tu devrais essayer de candidater et ça te permettrait de voir un peu si justement cet aspect recherche il te plaît et puis d'approfondir tes connaissances en fait en préparation physique parce que le master EOPS c'est la fin du cursus des préparateurs physiques sur Nantes. Donc de là, je fais une lettre de candidature et puis j'écris à François Hugues qui était l'ancien directeur du laboratoire MIP, Motricité, Interaction et Performance à Nantes. Ouais. Et je lui parle un petit peu de mon projet, de pourquoi j'aimerais intégrer en fait ce master, quels y étaient mes intérêts, et puis voilà mon intérêt pour la recherche, essayer de comprendre un peu. Et donc de là on fait un dossier, une validation des acquis. Et j'intègre ce master en deuxième année parce que avec notre diplôme de l'époque, on pouvait faire une validation des acquis et pas nécessairement passer par le master 1. Ok. Donc pendant tout l'été en fait, je bûche les cours du master 1 que Romain m'avait filé pour essayer de mettre à niveau parce que moi depuis que j'étais sorti de l'école, j'avais fait quelques formations mais surtout en thérapie manuelle. Et je m'étais pas forcément intéressé plus que ça aux notions de la performance, à la métrologie, etc. Physiologie musculaire, c'est pareil, il fallait des rappels. Enfin, tu vois, c'est des connaissances basales que tu oublies très vite si tu remets pas le nez dedans et si tu les pratiques pas. Et puis se passe l'année donc où je travaille en tant que remplaçant. Je mets remplaçant entre guillemets parce que j'étais plus assistant que remplaçant dans le cabinet à Trémentine là où je bossais à côté de Cholet. Et en fait les collègues s'arrangeaient pour que sur les périodes où j'avais beaucoup de travail, je puisse être complètement libéré pour aller en cours à Nantes. Pareil, ils étaient prêts à me laisser 3 mois de dispo pour pouvoir faire mon stage au laboratoire, quoi. Donc je fais mon stage de 3 mois au laboratoire sur un sujet très fondamental qui était le comportement en fait des muscles du triceps sural en fonction des positionnements de cheville et leur comportement à l'étirement en fait. Donc quelque chose de totalement passif avec de l'élastographie qui est en fait une cartographie colorée qui est le témoin de la raideur d'un tissu quand tu la mets sur une image échographique. Et donc je fais mon stage recherche dans ce labo-là 3 mois et puis après se passe la fin d'année qui était très sport parce que il fallait écrire le mémoire, traiter les données, tout ça en même temps que je travaillais au cabinet, sachant que j'avais aucune notion de traitement, aucune notion de statistique, encore moins de programmation sur MATLAB. Enfin tu vois, il fallait tout apprendre sur le tas. Ouais, c'est chaud. Ce qui fait que la fin d'année était plutôt sportive
Je me dis que j'aimerais bien, enfin ça s'était bien passé, j'avais trouvé ça vraiment cool, j'avais découvert plein de gens qui avaient des thématiques de recherche complètement différentes et qui avaient plein de notions à apporter, avec qui les échanges ils étaient très intéressants. Et puis tu sais, c'est un peu cette sensation en fait de quand tu sors de l'école de kiné, t'as l'impression de tout savoir. Tu sais, t'as l'impression de savoir plein de choses et de vouloir tout révolutionner comme ça du jour au lendemain. Et en fait, tu te rends compte que ça marche pas comme ça et que quand tu changes de domaine, en fait, tu sais pas grand-chose au final. Tu sais des choses, mais il y a tellement de domaines à découvrir, de variables différentes. Et ça, dans le master, je m'en suis vraiment rendu compte, tu vois. Ça a été une vraie claque, en fait, de rencontrer tous ces gens qui travaillent au quotidien avec des techniques d'imagerie médicale, de l'EMG. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment top. Et donc, à la fin de cette année-là, il y a ce qu'on appelle les allocations de bourses ministérielles. Donc, tu sais, c'est des bourses de thèse qui sont données par l'État. Ouais. Donc, il y a un concours inhérent à l'école doctorale. Donc, tu te présentes sur un sujet. Et en fait, je réussis pas à passer les étapes de sélection. Et je me retrouve en fait sans projet de recherche pour la suite. Et ça m'embêtait un petit peu parce que j'aimais bien, enfin je trouvais ce milieu vraiment intéressant et ça me stimulait en fait intellectuellement. Et donc s'ensuit une réflexion dans laquelle on retrouve encore une fois notre ami Romain, parce que je me dis j'aimerais bien continuer en thèse, mais j'aime quand même beaucoup ce que je fais en pratique tous les jours. J'aime voir mes patients, j'aime discuter avec eux, j'aime solutionner des problèmes sur le terrain. Et donc je me dis, je vais essayer de voir s'il n'y a pas des structures sur Nantes qui pourraient être intéressées dans le financement d'une thèse. Parce que à cette époque-là, j'entends parler en fait de ce qu'est la thèse CIFRE, qui est en fait une thèse qui est financée par une entreprise qui emploie un doctorant. Et donc je savais pas du tout si ça pouvait se faire avec un cabinet de kinésithérapie, mais bon, avant de commencer les démarches, il fallait déjà savoir s'il y avait des personnes qui étaient motivées pour ça. Et donc on réfléchit un petit peu, et sur Nantes, il y avait quelques structures qui pouvaient répondre à ça, et la première que je sollicite, c'est l'Institut Sport Atlantique, qui est un cabinet de kinésithérapie du sport qui se situe à Saint-Herblain, donc juste à côté de Nantes. Et totalement au culot, je leur envoie un mail en fait en leur disant voilà, je termine mon master 2, je suis kinésithérapeute, j'ai fait telle formation, j'aimerais bien continuer dans la recherche et puis avoir en même temps un pied dans la clinique. Est-ce que ça pourrait vous intéresser d'éventuellement avoir d'employer un doctorant en fait. Et en fait à ce moment-là, il y avait donc deux principaux titulaires au cabinet, qui sont François et Christophe, qui me disent, qui répondent à mon mail déjà très rapidement et qui me disent oui, on est intéressé, passe au cabinet un soir, on se rencontre, on discute. Et en fait, c'est là où j'apprends que ce projet, il avait déjà été abordé 4 ou 5 ans auparavant, où il y avait eu des discussions entre l'université et puis le cabinet pour éventuellement mettre en route une thèse. Et donc là-dessus s'ensuivent, c'est une longue histoire, hein. Là-dessus s'ensuit en fait une période de négo entre l'université et puis le cabinet. Donc l'université présente plusieurs projets de recherche scientifique. François et Christophe sélectionnent un projet, et puis après s'ensuit une sélection, donc appel à candidature, avec CV, lettre de motivation, et puis après sélection des CV et des lettres de motive. Après sélection des CV et des lettres de motive, il y a un grand oral en fait qui se passe devant les trois responsables scientifiques du projet, et puis François et Christophe qui sont les titulaires du cabinet à ce moment-là. Les trois responsables scientifiques, ils ont tous les trois une valence un peu différente.
À mes yeux, en tout cas, c'est donc Guillaume Le Sang, qui est un kinésithérapeute de formation, qui aujourd'hui travaille plutôt sur la recherche et l'enseignement. Lilian Lacourpaille, qui est un maître de conférence, qui lui est plutôt sur les thématiques de coordination musculaire, de blessures, notamment aux ischio-jambiers, une grosse expérience sur les ischio-jambiers, et qui travaille sur la charge d'entraînement, charge interne notamment, actuellement. Et puis Antoine Nordez, qui est mon directeur principal de thèse, qui lui est un chercheur qui est plutôt sur l'aspect mécanique des interactions muscle-tendon. Donc voilà, l'oral se passe et puis ben ça se passe plutôt bien pour moi puisque je suis là aujourd'hui et je te parle de tout ça. Donc voilà, c'était pour moi, je pense, une des étapes les plus fortes de ma carrière professionnelle pour le moment parce que j'ai travaillé en fait sur ce projet-là dès le départ et au final j'étais pas sûr d'être le candidat qui allait être retenu, donc j'ai beaucoup travaillé, que ce soit en termes de littérature, en termes de préparation pour cet oral et puis pour arriver béton et rien regretter en fait. Donc voilà. Et donc fin 2020, je suis donc salarié au sein du cabinet Institut Sport Atlantique, qui est, comme je le disais tout à l'heure, un cabinet de kinésithérapie du sport. Alors on voit tout type de sportifs, hein, ça va du sportif, si j'ose dire, du dimanche aux sportifs de très haut niveau, en passant par des gens qui ont des pathologies musculo-squelettiques et qui sont pas forcément sportifs de base. Donc voilà, kiné du sport, mais aussi kinésithérapie active. Donc j'intègre leur cabinet et le laboratoire MIP fin 2020. Et puis dernier petit poste que j'occupe actuellement, c'est François, qui est un des titulaires du cabinet, s'occupe depuis 12 ans maintenant du Stade Nantais, qui est un club de rugby professionnel sur Nantes. Et donc il me propose d'intégrer en fait le staff de cette équipe en tant que kinésithérapeute. Et donc ça fait 3 ans que je suis mes gaillards là, comme j'aime bien les appeler, au travers de leurs aventures. Donc là, ça fait, tu vois, on est parti en Fédéral 3 et aujourd'hui on est en Fédéral 1. On est premier depuis le week-end dernier, donc on espère faire une très belle fin de saison. Donc voilà un petit peu mon parcours, et puis bien sûr ça a été agrémenté de multiples formations, dont celle sur les lésions aux ischio-jambiers avec Jean-Benoît Morin et Jordan Mendigucha, où on a eu l'occasion de se rencontrer pour la première fois. Voilà, carrément. Un petit peu top. Pour mon parcours. Top. Et alors, justement, en reparlant de Romain, c'est l'épisode 30, pour ceux qui l'ont pas encore écouté, et en fait, il a participé aussi à la masterclass pied-cheville, qui est toujours disponible sur YouTube avec Massamba Mbaye et François Fourcher, notamment. Concrètement maintenant, ta thèse, elle consiste en quoi? Alors, le sujet de ma thèse, c'est de voir si un programme d'entraînement préopératoire est pertinent pour les personnes qui sont atteintes d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou. Donc, si je te fais un petit peu le déroulé de la thèse, comme elle se passe, c'est en fait une première étape très fondamentale dans laquelle on a comparé 2 outils de mesure pour le volume musculaire et le volume tendineux. Aujourd'hui, le gold standard pour mesurer un volume tendineux et ainsi qu'un volume musculaire, c'est l'IRM. Malheureusement, la problématique de l'IRM, c'est que c'est d'une, quelque chose qui est très coûteux. De 2, c'est pas quelque chose que l'on peut déplacer facilement. Et puis de 3, il y a des problématiques inhérentes à ce genre de technique, notamment si tu as des patients qui sont claustrophobes ou qui ont peur des ondes qu'il peut y avoir à l'intérieur de ces machines, parce que c'est au demeurant, je sais pas si tu as eu l'occasion de passer une IRM,
Et c'est au demeurant quelque chose quand même d'impressionnant la première fois. Donc nous, au sein du laboratoire MIP à Nantes, on développe une technique qui s'appelle l'échographie 3D, qui est en fait de l'échographie 2D avec des capteurs de mouvement qui sont placés sur les sondes. Et grâce à un système de capture du mouvement, on peut recréer en fait des volumes musculaires entiers. Donc la première étape de ma thèse, ça a été de montrer en quelque sorte que ce système d'échographie 3D, il pouvait être une alternative avec peu de biais à la mesure par IRM. Donc on a scanné, si tu veux, on a scanné les ischio-jambiers de 13 sujets en fait, en entier, le tendon du gracile et du semi-tendineux, et on a comparé ça aux résultats qu'on obtenait par IRM. C'est énorme. Et donc on arrive en fait à obtenir des résultats qui sont similaires avec un biais faible. Donc voilà. Donc ça c'était la première partie très fondamentale. Ouais. Ouais, et ça dépend quand même, ça reste opérateur dépendant et t'as besoin d'un moment, on va dire, ou d'une formation pour arriver à maîtriser cet outil. Alors, ma réponse est oui. La réalité, c'est que en fait, on se forme sur le. La réalité, c'est qu'on se forme sur le terrain, en fait. Donc, si tu veux, les premières manips avec de l'échographie, c'était en master. Donc, ça s'est passé relativement rapidement. C'était sur les muscles du mollet. Et c'est un épisode qui est assez rigolo parce que en fait c'est Guillaume, l'un de mes directeurs de thèse actuels, qui me montre pour la première fois comment me servir d'un appareil d'échographie. Ça dure 1h30 où il nous explique tous les paramètres d'un échographe et il nous dit bah voilà, c'est comme ça qu'on fait. Maintenant pratiquez sur vous. Et en fait au bout d'1h30 on était complètement sonné parce qu'il y a tellement de choses, tellement de plans différents, tellement de positionnements, enfin que avec Quentin, là, un collègue de l'époque, on était complètement sonné, et je pense que Guillaume va le savoir via le podcast, mais il le sait pas, cet épisode-là. Et en fait, on se dit, mais on va jamais y arriver. Et donc, on pratique sur nous. Donc, les premiers trucs, c'est tu t'assois sur une table, tu prends une sonde, et puis tu balayes tes cuisses, tes mollets, t'essayes de voir un peu les différentes structures, une veine, une artère, un nerf, un muscle en transversal, en longitudinal, voir un peu le comportement des fibres si tu bouges la jambe. C'est ouf. Et puis après, sur les ischio-jambiers, c'est la même chose. C'est Lilian qui me montre comment on reconnaît les différents ischio-jambiers. Et puis après, on pratique énormément parce que cette première étude, j'ai eu la chance de la faire avec 2 étudiants de master qui étaient Hugo et Martin. Donc on pratique à 3 et puis on s'entraîne pour avoir les images les plus qualitatives possibles. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour que l'image, en fait, elle soit quali et qu'il n'y ait pas trop de compression du volume musculaire, on développe à Nantes un gel pad, en fait, donc une espèce de couche de gélatine qui se positionne à l'arrière de la cuisse et qui va absorber en fait la pression de la sonde pour pouvoir scanner de manière homogène le muscle, parce que si tu le comprimes différemment à différents endroits, tu peux modifier de manière très importante en fait le volume final. Donc ça c'est la première étude. La deuxième ça a été un entraînement chronique de 9 semaines qui consistait en 2 méthodes différentes d'entraînement. Donc on avait 3 groupes. Un groupe qui s'entraînait à charge légère avec du blood flow restriction dont Massamba t'a parlé. Un groupe qui s'entraînait à charge lourde. Alors charge lourde, je spécifie ici, c'est de la 10-12 RM parce que c'est pas les définitions qu'on retrouve dans la littérature, on est plus vers de la 6-8 RM. Là, c'était de la 10-12 RM. Et puis un groupe contrôle qui continue lui ses activités en fait sportives du quotidien. On avait bien sûr pris le soin d'exclure de l'essai des gens qui étaient familiers avec l'entraînement contre résistance. Et donc on regardait l'évolution de leur volume musculaire et de leur volume tendineux au fur et à mesure en fait de cette étude-là. Et
et en fait, l'objectif de cette étude-là, c'était de déterminer une dose d'entraînement pour l'appliquer ensuite à des patients. Qui est la dernière étude qu'on va lancer là courant février. Une étude que je réalise en fait avec une dizaine de structures, donc cabinet de kinésithérapie du sport sur Nantes, où on va en fait entraîner des patients en préopératoire avant leur opération de ligamentoplastie. Et donc là, on a à nouveau 2 doses d'entraînement. Un entraînement contre résistance pur et dur qui a pour objectif l'hypertrophie musculaire et tendineuse, et par conséquent de l'augmentation de force. Et un deuxième groupe qu'on appelle groupe neuromusculaire. En fait, c'est un terme qu'on retrouve dans la littérature, qui n'a pas vraiment de traduction littérale en français, qui va plutôt être un groupe qui va être basé sur des exercices proprioceptifs, dynamiques, de saut, etc. Et en fait, notre intérêt, c'est de voir l'évolution de ces personnes-là au décours de leur prise en charge en préopératoire et en post-opératoire sur des critères qui seront la douleur, l'œdème, leur progrès dans des tâches dans des exercices en fait de musculation, et puis leur progrès après l'opération. Donc voilà, on a prévu pour le moment un suivi à 4 mois post-opératoire et à 1 an, et on a envie de voir quelles seront l'évolution en fait de ces patients-là pendant leur rééducation. Voilà un petit peu en quoi consiste ma thèse. Et puis après, j'ai des petits projets annexes qui sont des études sur justement les chiffres de la sécurité sociale, savoir si le préopératoire c'est quelque chose d'admis et de pratiqué sur le territoire français, et est-ce que ça a un impact sur des variables comme la prise médicamenteuse, etc. en post-opératoire. Et puis une dernière que t'as sans doute vu passer puisque tu l'as relayé là, le questionnaire où on s'intéresse en fait au point de vue des patients vis-à-vis de cette rééducation préopératoire, et plus spécifiquement de leur conception de l'entraînement contre résistance pendant cette période-là. Parce que de manière générale, on crée des programmes d'entraînement vis-à-vis de choses qu'on connaît dans la littérature et vis-à-vis de pratiques de terrain qui sont réalisées au jour le jour. Mais c'est vrai que parfois on manque un peu de retour patient, de savoir en fait ce que les patients pensent de la prise en charge qu'on leur donne et quels intérêts spécifiques ils y voient. Et en fait, c'est Guillaume qui m'a amené sur ce terrain-là. Et donc, on fait ça avec un étudiant aussi de l'école de kiné, là, qui s'appelle Clément. Et c'est hyper intéressant, en fait, parce que c'est une autre valence complètement différente. On sort encore de la recherche que moi j'ai pu connaître. Et là, c'est plus du questionnaire, c'est plus de l'analyse qualitative, etc. Donc c'est encore autre chose, et c'est vraiment intéressant de se plonger là-dedans. Donc voilà, tout ça pour étayer cette dernière grosse étude à Nantes avec les cabinets de kiné, qui est quelque chose qui me tient aussi énormément à cœur, parce que c'est de la collaboration intelligente entre professionnels de santé qui veulent la même chose, c'est-à-dire que le patient aille le mieux possible et puis le plus vite possible. Et ça, c'est pareil, encore une fois, je suis épaulé par un étudiant qui s'appelle Nemo, qui travaille avec moi là-dessus cette année. Donc voilà un petit peu en quoi consiste ma thèse. J'espère que j'ai pas été trop long. T'inquiète. Et alors ce questionnaire, on va dire, du coup pour les patients, ce questionnaire pour les patients, où c'est qu'il est trouvable? Est-ce qu'on peut y accéder facilement? Alors, on peut y accéder facilement, soit en me le demandant directement. J'ai fait 2 posts sur Facebook et sur Twitter. Donc, il y a une version française et une version anglaise qui sont disponibles. Et puis, c'est assez facile de les trouver. Moi, c'est Antoine Frouin sur tous mes réseaux. Hein. J'ai pas de pseudo
rigolos ou échanges. Donc voilà, c'est assez facile de me retrouver. Et puis je vais essayer de relancer des acteurs du croisé pour avoir un partage important et puis essayer de collecter un maximum de réponses, parce que dans ces interrogatoires par questionnaire, justement, on a besoin de beaucoup de réponses pour sortir des statistiques, en fait, des choses significatives, et parce que ça reste du qualitatif, en fait, in fine, quoi. Ok. Et donc voilà. Antoine, du coup, c'est quoi l'intérêt de la rééducation en pré-op? Eh bien, l'intérêt de la rééducation en pré-op, pour moi, Julien, elle est multiple, en fait, parce que ce qu'il faut bien se figurer, c'est que si on dit préopératoire, ça veut dire que le patient, à la finale, il va se faire opérer. C'est-à-dire qu'il va obligatoirement passer au bloc opératoire, si on parle de rééducation préopératoire. Les intérêts, ils sont multiples pour moi. C'est que cette phase-là, en fait, c'est une phase d'évaluation incroyable, parce que on va justement pouvoir recenser un nombre important de paramètres auprès du patient, que ce soit au niveau de la force maximale du membre contralatéral, que ce soit au niveau de son volume musculaire, que ce soit au niveau de comment le patient se sent, de sa qualité de vie, dans quel état psychologique est ce patient-là, quels sont ses objectifs pour après. Et puis au-delà des évaluations biomécaniques ou musculaires de force, psychologie, etc., on peut aussi, en fait, on a, et surtout, je pense, un impact au niveau de la perception des patients, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à faire leurs exercices à ce moment-là. On va les familiariser avec le renforcement musculaire, que j'affectionne particulièrement. On va les familiariser avec la kinésithérapie. Et donc, pour moi, en post-opératoire, ces gens-là savent un petit peu plus où ils vont, savent pourquoi on va faire certaines choses, et vont peut-être, je dis peut-être parce que aujourd'hui on n'a pas assez d'écrits sur la chose pour avoir des certitudes, mais peut-être évoluer de manière plus importante, avoir une cinétique de récupération plus importante, du moins dans les premiers mois qui suivront l'opération. Donc voilà un petit peu à quoi ça sert la rééducation préopératoire. Et je pense que la question qu'on peut se poser, c'est c'est pas une question, mais en fait il faut pas confondre justement cette rééducation préopératoire et le traitement conservateur, parce que quelqu'un qui va être dans l'optique d'un traitement conservateur, il a au final pas d'obligation d'opération entre guillemets. Enfin, il y a pas de, c'est pas une obligation, mais il n'y a pas de date d'opération qui sera fixée avec lui. Et en fait, je différencie un peu ces deux choses-là parce que pour moi, le conservateur peut en partie découler du préopératoire. C'est-à-dire que imaginons que demain on ait un patient qui arrive au cabinet, et puis on se rend compte que au fur et à mesure des semaines de rééducation préopératoire qu'on a avec lui, son évolution elle est importante. On constate qu'on n'a pas d'instabilité mécanique avec ce patient sur le genou, qu'il arrive à reprendre des activités petit à petit. On peut orienter ce patient-là vers le conservateur et voir ce que ça donne. C'est aussi un des intérêts pour moi de la rééducation préopératoire. Mais ça, encore une fois, il faudra beaucoup d'écrits pour pouvoir continuer à l'étayer et puis augmenter sa pratique. Ouais. Et du coup, en cas de traitement conservateur, est-ce que ton LCA cicatrise, et est-ce que si tu fais des tests, on va dire, de retour au sport fonctionnel, est-ce que tu as les mêmes scores après une opération ou après un traitement conservateur? Alors, il y a plusieurs questions là dans ton interrogation. Je vais les prendre une par une. Je vais commencer par ta question sur la cicatrisation, parce que je pense que c'est quelque chose qui se développe énormément actuellement. On s'y intéresse beaucoup,
Et en fait, on se rend compte que oui, c'est possible qu'il y ait une cicatrisation du ligament croisé antérieur pendant un traitement conservateur. Donc après, dans ce que je connais de la littérature à ce propos-là, c'est des mécanismes qui sont encore un peu flous. On sait que à la suite d'une rupture du ligament croisé antérieur, il y a une augmentation du nombre, de la concentration en facteur de croissance intra-articulaire, et que il y a une présence importante de collagène de type 3, pareil, qui va servir du coup à générer des ligaments en fait qui sont composés de collagène de type 1. Et en fait, ce qu'on peut lire aujourd'hui, c'est que des ruptures qui seraient plutôt proximales, c'est-à-dire plutôt rapprochées du condyle fémoral, auraient plus de chances de cicatriser de manière spontanée. Après, ce qu'il faut voir là-dedans, c'est qu'en fait aujourd'hui, on n'est pas sûr. On ne sait pas combien de personnes exactement cicatrisent parce que les essais, même qui recensent énormément de personnes, sont pas. On va dire que la qualité, elle est remise en cause dans certains écrits. Je pense notamment à un écrit de Philbay sur la question là récemment, où il y a 54 patients qui sont analysés au final et il y a 16 patients qui cicatrisent. Donc c'est quand même un chiffre intéressant, mais encore une fois, ça va dépendre de la localisation, ça va dépendre de la blessure initiale, du traitement, ouais, notamment. Et puis après, une autre question, c'est est-ce que le ligament qui est en fait cicatrisé a les mêmes propriétés mécaniques qu'un ligament initial? Ça j'ai pas la réponse aujourd'hui. Enfin, je suis peut-être passé à côté des articles, mais j'ai pas la réponse. Mais il y a autre chose, c'est que il y a pas mal de récepteurs au sein de ce ligament. Donc ça, tu le sais, au niveau proprioceptif. Et je peux pas m'empêcher de penser que in fine, même si la mécanique du ligament est pas la même, le fait que ça cicatrise, qu'on conserve en fait ces récepteurs, ça peut amener des choses qui sont intéressantes pour la suite. Et donc voilà. Mais il faut encore creuser un petit peu pour comprendre, parce que il y a aussi d'autres études qui ont été faites avec des immobilisations notamment à 30 degrés de flexion avec une attelle articulée, où à l'IRM on observe en fait si les fibres sont bien en face, et en fait on immobilise la personne en lui disant il faut éviter de bouger, etc. Personnellement, ce qui est compliqué dans ces techniques-là, c'est quelle est la balance bénéfice-risque. C'est-à-dire, si la personne elle est immobilisée pendant X mois, qu'est-ce qu'elle perd au regard de quelles sont ses chances de gagner la bataille et d'avoir un ligament cicatrisé à la finale. Voilà, c'est toujours une question de poids et de mesure, je trouve, quand on immobilise quelqu'un, parce que c'est impressionnant la vitesse à laquelle on perd. Et donc il faut absolument se battre contre ça, parce que cette immobilisation là, même en post-opératoire, c'est quand même des choses qui sont dramatiques pour la suite. Donc voilà un petit peu ma réponse pour ta première question. Et puis la deuxième question, c'était plus pour les résultats en cas de traitement conservateur. Ouais. Eh bien, on se rend compte qu'on peut obtenir des résultats qui sont similaires à ceux qui sont obtenus quand on a un traitement chirurgical. Mais ça, chez des patients qui n'ont pas d'instabilité mécanique. Alors, si tu me demandes la définition d'instabilité mécanique, eh bien, je pourrais pas te la donner aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de consensus sur la question, et c'est une des choses les plus étonnantes enfin, c'est quelque chose qui me saute vraiment aux yeux, c'est qu'il n'y a pas réellement de consensus pour savoir ce qu'est un genou instable. On sait comment évaluer la stabilité du genou, mais je trouve pas en fait de définition propre de paramètres qui peuvent définir qu'un genou est instable, si ce n'est
le ressenti du patient en fait pendant des tâches. Donc chez des patients qui ont pas de genou instable et qui récupèrent donc leur capacité fonctionnelle en fait, c'est-à-dire leur capacité de production de force, leur capacité rapide de production de force, leur capacité de changement de direction, d'absorption des contraintes mécaniques, de décélération sur des tâches multiples et variées, que ce soit en course à pied pour commencer et puis après sur du sprint et sur leurs activités sportives, on a des résultats qui sont similaires. Après, moi, ce que j'aime bien regarder, c'est tous les petits points, tu sais, dans un graphique, parce qu'on voit souvent des courbes d'évolution. Et moi, j'aime bien m'intéresser aux écarts types, aux petits points, parce qu'en fait, ces petits points-là, c'est nos patients tous les jours. Et donc, la majorité, on sait qu'ils seront dans la courbe d'évolution classique, mais il y a une chance que notre patient, il soit en dessous et que sa courbe d'évolution, elle soit moins bien. Et donc, je trouve ça intéressant toujours de regarder un petit peu ce qui se passe en trajectoire individuelle, parce qu'en clinique, c'est ce qui nous parle quand même beaucoup. Et après, ces tests sur le retour au sport et sur la pratique, c'est pareil, c'est des choses qui sont en cours. Les écrits avancent là-dessus. Et il y a des belles choses qui sortent. Il y a un papier super qui a été écrit par Bird, qui est un des gars qui a écrit un des premiers papiers en fait sur la rééducation préopératoire, donc c'est assez rigolo. Et ce gars-là a écrit un Lancet récemment, qui est un essai contrôlé randomisé qui s'appelle ACL SNAP, et en fait qui étudie les trajectoires des patients juste en termes de qualité de vie, parce que ça c'est beaucoup utilisé, la qualité de vie, le ressenti du patient psychologique, etc., parce que c'est des mesures qui sont relativement simples à faire dans des essais qui sont aussi énormes et aussi qualitatifs que ceux qui sont publiés dans le Lancet. Et en fait, on s'aperçoit que les trajectoires sont montantes pour les patients qui sont initialement en traitement conservateur, puis qui finalement vont aller à l'opération, qu'on a des résultats supérieurs pour ceux qui vont directement à l'opération, mais ça en termes de qualité de vie et en termes de ressenti sur le genou, avec des questionnaires comme le COS par exemple, à 18 mois après inclusion. Et on se rend compte que la trajectoire la moins bien dessinée dans cet essai-là, c'est au final ceux qui sont dans un traitement conservateur pur. Mais après, il n'y a pas d'explication sur pourquoi est-ce que la qualité de vie est moindre chez ces personnes-là. Et c'est un essai qui est réalisé chez des personnes qui ont une problématique de LCA en non aigu, donc qui potentiellement ont déjà des problématiques d'instabilité avérées, quoi. Ok. Mais c'est un super papier que j'ai découvert par l'intermédiaire d'un collègue de labo et qui est vraiment très intéressant et qui est très bien fait. Donc c'est intéressant de voir aussi ces trajectoires-là, parce que son objectif à lui, c'était aux États-Unis d'avoir un rapport coût-efficacité de la prise en charge kinésithérapique et de la prise en charge chirurgicale, mais qui est pas transposable à notre système de santé en France, parce que c'est aussi quelque chose qui est pour moi très novateur dans ce qu'on fait, c'est que on va réaliser ça sur le sol français avec un système de santé qui permet certaines choses qui sont peut-être pas permises de la même manière à l'étranger, parce que la santé coûte cher, parce qu'il n'y a pas de couverture sociale, etc. Donc c'est intéressant de voir aussi comment les patients peuvent évoluer dans un système de santé différent et faire une publication qui vient justement de France, parce que quand on essaye de reproduire tout ce qui se passe chez nos amis anglo-saxons, parfois c'est complexe. C'est assez complexe, que ce soit en longueur de séance, que ce soit en termes de matériel, etc. Donc voilà, c'est aussi intéressant pour ça. Et je sais pas si j'ai répondu à tes questions. Mais... Si, carrément. Et ton avis encore sur le traitement conservateur à moyen long terme par rapport à l'opération? Est-ce que l'opération ça tient mieux? On a parlé de la qualité de vie. Est-ce que l'opération ça tient mieux à moyen et long terme, et du coup t'as moins de risques? Alors on sait qu'après une opération t'as quand même un risque de développer de l'arthrose. On sait que si on n'opère pas aussi,
mais entre guillemets, c'est quoi le plus risqué pour le devenir et pour l'avenir de ton genou? Est-ce que c'est de faire opérer ou de pas se faire opérer? C'est une question qui est pas évidente. C'est en fait, c'est pareil, c'est une question en fait de poids, de mesure, c'est de la décision personnelle. Sur un traitement conservateur, on sait que il va y avoir donc un développement d'arthrose précoce de manière plus importante. Ce qui veut pas dire que quand on est opéré, on n'a pas de développement d'arthrose. Donc ça, c'est aussi des notions qu'il faut avoir parce qu'on a tendance à vouloir toujours être tout noir ou tout blanc et la vérité est plutôt grise. On sait que en cas de traitement conservateur, on va avoir plus de risques d'avoir une lésion méniscale secondaire dans les années qui suivent en fait la lésion du croisé antérieur. Mais en même temps, j'ai envie de te dire, sur un ligament croisé opéré et reconstitué avec un néogreffon, on a aussi des risques. Si tu prends les papiers qui sont très connus d'Ardern et compagnie, on voit qu'il y a au final un pourcentage très faible de gens qui retrouvent la compétition au même niveau après une opération. On voit que il y a des complications quand même à ces opérations-là, qu'elles soient avec un prélèvement de tendon quadricipital, patellaire, ou encore de tendons aux ischio-jambiers. Donc voilà, c'est toujours une question de poids et de mesure. Et aujourd'hui, bien sûr que si on vivait dans un monde idéal et qu'on avait à chaque fois le temps avec tout le monde, notamment les athlètes, de faire un traitement conservateur, de voir s'ils répondent bien à ce traitement, de voir s'ils sont instables ou non, et puis ensuite, en dernier recours, de leur conseiller la chirurgie parce que le genou répond pas bien et parce que leurs objectifs sont de revenir au plus haut niveau ou de revenir à la compétition dans leur sport, bah forcément, je te dirais, on commence par le conservateur. Mais aujourd'hui, l'opération est le traitement de choix. Force de constater que c'est le traitement de choix aujourd'hui. Et on a peu de temps pour décider avec un sportif, et je pense que c'est encore plus marqué au haut niveau parce qu'il y a une pression de l'institution pour revenir vite, parce que c'est souvent des joueurs majeurs, etc. De se dire, on t'opère dans 2 jours, et puis après, tu fais ta rééduque FISA, et puis tu reviens pour telle compétition, etc. C'est toujours une question de trajectoire individuelle, et comme je te dis depuis le début, pour moi, c'est vraiment toujours individualisé la réponse à des questions parce que chaque personne correspond à un petit point et les techniques de rééducation seront pas les mêmes. C'est pour ça que j'ai du mal avec les grandes guidelines parce que en fait, les guidelines c'est fantastique pour donner des bases, mais après dans ces bases-là, il faut individualiser, il faut aller chercher certains paramètres chez certaines personnes, aller en développer d'autres chez d'autres, etc. Et donc je pense que la réponse à cette question-là, malheureusement, heureusement aussi, elle est individuelle en fait. Elle dépend de la situation de chacun, elle dépend des objectifs. Elle dépend de ce qu'ils veulent. Et voilà. Mais oui, dans chaque situation, il y a des risques. Il y a aussi des points positifs dans chaque. Et donc voilà, tout ça est à prendre en compte pour chaque patient et chaque athlète, je pense. Top. Antoine, est-ce que tu as des mentors ou des gens qui t'ont inspiré, qui t'inspirent? Alors, des mentors à proprement parler, non. Des gens qui m'inspirent, les gens qui m'inspirent, ils sont tout autour de moi. Alors c'est une réponse un petit peu banale, mais je vais l'expliquer un petit peu. C'est en fait, l'inspiration, elle vient, je pense, déjà d'une part de tes parents, de manière générale, parce que c'est eux qui t'apprennent les valeurs au départ du travail et de ce pourquoi tu vas faire des choses. Et donc, je pense que si j'arrive à avoir ce parcours aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à eux. Et puis après, des gens qui m'inspirent, écoute, des gens comme Romain, que j'ai eu la chance de croiser par hasard
au week-end d'intégration il y a X années, avec qui on a bien accroché et avec qui on est aujourd'hui très amis. Des gars comme Massamba que j'ai eu l'occasion de rencontrer, qui est un gars qui va à 2000 à l'heure, où la première fois qu'on dîne ensemble, on peut pas en placer une parce qu'en fait moi je réfléchis à 3-4 choses en même temps et lui aussi, et du coup les discussions elles ont pas de sens. Et puis après les gars qui travaillent avec moi au cabinet, Christophe, François, Benoît, Gaëtan, Arnaud, Audrey aussi, à qui enfin voilà, c'est des gens qui m'inspirent au quotidien parce qu'ils ont chacun une trajectoire, ils ont chacun des choses à me donner. Et puis pour finir, mes directeurs de thèse, mes 3 directeurs de thèse Lilian, Guillaume et Antoine, qui m'apprennent en fait, qui m'apportent chacun à leur manière des choses, qui me permettent de grandir jour après jour. Donc voilà. Et puis si je termine, forcément les amis et puis la personne qui partage ma vie aujourd'hui, parce que sans elle, je pense que je serais pas là non plus aujourd'hui. Donc voilà, un petit peu pour mes inspirations. Et après, s'il y avait une inspiration professionnelle, un gars qui m'a vraiment énormément marqué la fois où je l'ai rencontré, c'est Enda King, qui est un grand spécialiste du croisé et de la rééducation du croisé, parce que cette formation à Lyon, que je fais d'ailleurs encore une fois avec Romain, c'est un truc qui te met une claque, quoi. Le gars a pas du tout la même manière de voir les choses, il bouscule tout. Tu sors de là-dedans et tu te dis mince, j'ai dû louper un épisode dans le truc où je me dis que je rééduque bien un croisé. Et en fait c'est ces choses-là qui sont fantastiques, mais pour moi chaque personne a vraiment quelque chose à apporter. Et donc mentor à proprement parler, non, mais j'essaye de me nourrir en fait des expériences de chacun et des rencontres que je peux faire. Top. Donc voilà. Top. Et en termes de livres, en kiné, en prépa physique ou des trucs rien à voir, qu'est-ce qui t'a plu dernièrement, qu'est-ce qui t'a marqué? Alors en termes de littérature générale, je suis vraiment un très très mauvais élève parce que je lis très peu. C'est pas grave. C'est quelque chose que je trouve dommage, mais je lis très peu de littérature générale. Après, des bouquins plutôt sciences du sport, etc., qui m'ont marqué. On va dire qu'il y a le livre de Brad Schoenfeld sur l'hypertrophie que j'ai dévoré, qui est vraiment un super bouquin pour comprendre les bases de la physiologie musculaire et de l'hypertrophie, qui est, je trouve, très bien écrit. Donc je le conseille à ceux qui s'intéressent à ça. Après, il y a un autre gros pavé que j'ai acheté il y a 1 an, je pense maintenant, qui est le gros bouquin de l'association des préparateurs physiques américaines, là, la NCSA, dans laquelle en fait il y a énormément de chapitres sur les mesures, sur les évaluations, sur tout ce qu'on peut faire en fait en sciences du sport. Alors ça se lit pas comme ça le soir, mais chaque chapitre a un intérêt et c'est des trucs sur lesquels il faut mûrir une réflexion. Un autre livre qui m'a marqué, c'est d'ailleurs quelqu'un qui a fait un podcast avec toi, Martin Buchette, qui a écrit un livre qui s'appelle Ego Goals. Et son podcast m'avait vachement marqué parce qu'en fait tu te reconnais malgré toi dans plein de situations qu'il évoque, et ça m'avait vraiment marqué. Et le dernier livre que je lis en ce moment, c'est un livre de Guillaume Millet sur l'ultra trail, parce que je suis un passionné de trail. Et en fait, ce gars-là a créé ce que j'appelle une bible, c'est-à-dire que dedans, il y a tout. Il y a tous les paramètres inhérents à l'ultra endurance, à l'entraînement par rapport à ça, à la nutrition, quels facteurs favoriser. Et comme je suis un passionné, je suis pas vraiment objectif sur le bouquin, mais je le trouve top. Donc voilà un petit peu pour mes lectures. Super. Et je te rejoins sur le livre de Martin Buchette notamment, qui est vraiment extra. Et alors le podcast, je vais pas faire trop d'autopro, mais je trouvais que le podcast est vraiment bien aussi. Et j'ai beaucoup de bons retours sur cet épisode du podcast et beaucoup de gens qui me questionnent aussi sur le livre. Donc je vous invite
à le lire parce que c'est vraiment un super bouquin et effectivement on se retrouve dans chacun dans différentes situations. Puis le fait qu'il ait interviewé plein de personnes et que entre guillemets pas forcément en envie mais qu'on admire entre guillemets, en se disant putain lui il bosse à tel endroit, putain là il gère ça comme ça, là il gère ça comme ça, il a bossé avec telle star, il a géré ça comme ça. Et le fait qu'il y ait des exemples un peu concrets de situations de vie à des postes à très haut niveau, je trouve que ça permet déjà d'avoir ces cas pratiques et ça permet après sur soi voilà d'avoir du recul et d'essayer de gérer au mieux cette histoire de volume de son ego, etc. Donc ouais, je complètement d'accord avec toi. Parce que c'est vraiment des notions qui, pour moi, en fait, c'est des notions qu'on a l'impression de maîtriser et qu'on ne maîtrise pas du tout. Et donc, avoir des explications comme ça, c'est assez fantastique. C'est clair. Et du coup, si tu me permets de terminer, je fais une petite mention spéciale à Gaëtan, un de mes collègues qui travaille avec moi au cabinet là, qui est un mec en fait qui me bouge tous les jours avec ses questions, ses 2000 questions par jour. Et qui est vraiment une ressource très importante pour moi. Donc voilà. Pas de souci. Et alors Antoine, si on veut te joindre, tout à l'heure t'as dit Twitter, t'as parlé de Facebook, il y a d'autres endroits où on peut te contacter pour en savoir plus sur ta thèse, voilà, sur la cifre, un peu comment tu l'as organisée, sur le LCA, tout ça, où c'est qu'on peut te joindre? Alors, comme je te l'ai dit, Twitter, Facebook et LinkedIn. C'est Antoine Frouin, j'ai pas de pseudo. Après Instagram, je préfère le garder pour moi en perso, mais c'est pareil, c'est Antoine Frouin si jamais il y a des gens qui me trouvent pas sur les autres réseaux. Donc voilà un peu, et puis j'essaye de répondre de manière rapide s'il y a une sollicitation, mais parfois je zappe un peu. Donc il faudra m'excuser si je réponds pas dans la minute, quoi. Et pour terminer, tu interviens aussi au JFK en mars, c'est ça? Ah oui, ouais. Encore une aventure que je vais partager avec Romain Massamba et puis Simon Barouet-Bellou, que tu connais bien aussi. Ouais. Avec qui on va faire un symposium sur le ligament croisé, un peu en décalage avec les notions qu'on a l'habitude de voir dans ce genre d'exercice. On essaie de proposer quelque chose un peu en marge. On espère que ça plaira. Et puis j'en profite, comme tu parles des JFK, on aura aussi une deuxième présentation sur sur la première version du questionnaire là, dont j'ai parlé tout à l'heure. Super. Qui sera présentée par Guillaume, du coup, un de mes directeurs de thèse à ce moment-là. Donc voilà. Ça va être énorme, c'est super. Parfait. Antoine, merci beaucoup. Bah merci à toi surtout, Julien. Et puis comme tu dis, c'est énorme. C'est énorme. Tout le monde me chambre avec ça. Merci beaucoup Antoine, à la prochaine. Ciao. Salut. Voilà, merci d'être allé au bout de cet épisode. J'espère que vous êtes régalés autant que moi. Si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode au plus grand nombre. Parlez-en entre vous, débriefez-le que ce soit en live ou sur les réseaux. Qu'en avez-vous retenu? En quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau? N'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer, je répondrai avec plaisir. À très bientôt pour un nouvel épisode.